science-fiction, on imagine tout de suite des mondes grandioses où la technologie règne en maître et facilite le quotidien. Mais une autre partie de la SF se montre beaucoup plus pessimiste. Telle l'opposition entre utopie et dystopie, la SF permet également à certains auteurs d'imaginer comment la société telle que nous la connaissons pourrait s'effondrer, bien souvent à cause de l'avancée technologique, mais plus généralement à cause du capitalisme. Mais qui dit apocalypse ne veut pas forcément dire fin de toute existence. On pourrait tout à fait imaginer les aventures de quelques survivants dans un monde dévasté, tentant désespérément de raccrocher quelques branches pour recréer un semblant de société. C'est un sous-genre de la SF que l'on va nommer le post-apocalyptique ou post-apo. Et si vous pensez tout de suite au film Catastrophe de Roland Emmerich, sachez que la peur de la fin du monde ne date pas des années 2000. En effet, ce n'est pas pour rien que l'on retrouve notamment dans la Bible le fameux récit de l'Apocalypse de Jean. Ce dernier y révèle que sa mission consiste à écrire des choses que tu as vues, les choses qui sont et les choses qui doivent arriver après. Et oui, potentiellement, Jean est le premier auteur de SF post-apo de l'histoire de l'humanité. Mais je m'égare. A priori, ce serait au 19e siècle que l'on retrouve les premières histoires post-apo, parmi lesquelles Le Dernier Homme de Mary Shelley, l'autrice du célèbre Frankenstein, où l'on suit une famille tentant de survivre dans un monde dévasté par la peste. Ou bien encore la nouvelle d'Edgar Allan Poe, Conversation d'Eros avec Charmion, où deux âmes perdues discutent de la destruction de la planète suite à l'impact d'une comète. Et bien sûr, comment ne pas citer H.G. Wells qui, dans sa machine à explorer le temps, propulse son protagoniste dans un futur où la Terre meurt à petit feu, sous un soleil rouge. Ce n'est pas anodin que ces récits voient le jour à cette époque de l'humanité, puisque le 19e siècle est celui de la révolution industrielle, ce que l'on pourrait considérer comme les débuts de la société technologique. À partir de là, chaque époque propose sa propre vision du récit post-apocalyptique, en miroir avec les craintes actuelles de la société. On revient un petit peu à la même proposition que le film de Zombie, qui lui-même est une sous-catégorie du post-apo. La tendance finit rapidement par toucher le 7e art, puisque c'est en 1924 que l'on retrouve le premier film post-apo, The Last Man on Earth, qui est ni plus ni moins qu'une adaptation du roman de Mary Shelley, considéré lui-même comme le premier roman post-apo. Durant la deuxième moitié du XXe siècle, la production de films post-apo ne fait qu'augmenter, décennie après décennie, Hollywood en pole position. On débarque alors au début des années 80 où le genre rencontre son paroxysme. Bienvenue dans les Wastelands, où la Terre n'est qu'une immense route désertique sur laquelle la guerre pour le pétrole fait rage. Un endroit où il fait bon porter des combinaisons de cuir et latex, et tout commence en Australie avec la saga Mad Max de George Miller. Ici, le préfixe post prend tout son sens, puisqu'on ne cherche plus à survivre à l'apocalypse. On est en plein dedans, et il s'agit maintenant de survivre dans une ambiance où il n'y a plus de loi et où la moindre rencontre avec quelqu'un peut se révéler fatale. Une sorte de retour au Far West en somme. Étonnant pour un film qui se déroule en Australie. Mais on ne peut pas nier que son cinéaste, George Miller, n'y ait pas parsemé quelques inspirations hollywoodiennes. D'autant qu'à l'époque, la production cinématographique australienne n'était pas vraiment bercée dans le blockbuster. Mad Max, c'est 3 films ayant chacun évolué dans l'esthétique des années 80, plus une sorte de reboot sequel, Mad Max Fury Road, sorti en 2015. Mais pour cette vidéo, on va se concentrer sur la trilogie originale. Mad Max, sorti en 1979, nous introduit les aventures de Max Rokatansky, un des agents de la Main Force Patrol, une police routière chargée de mettre un terme aux agissements de gangs de bandits de grand chemin. Faisant preuve d'un sang-froid hors norme lors d'une course-poursuite, Max provoque un accident menant un des membres influents du gang, les Aigles de la Route, à sa mort. Le gang en question, dirigé par un certain Toe Cutter, décide de se venger en brûlant vif un de ses collègues. Choqué en voyant le cadavre de son camarade, Max décide de démissionner et de mener une vie plus tranquille jusqu'à ce qu'un terrible drame le rende mad et lui fasse finalement reprendre du service. À bien des égards, Mad Max 1 n'a peu de caractéristiques du film post-apo. À vrai dire, sans savoir que c'est le thème principal de la saga, on ne peut même pas en être certain juste avec ce film. On n'a pas de contextualisation, on sait pas où se déroule l'intrigue, ni quand. A priori, la civilisation existe encore et la loi continue d'être représentée par le personnage principal et ses alliés. Ce ne serait que l'ambiance un peu désertique et le style punk psychopathe des antagonistes qui pourrait nous donner la puce à l'oreille. Mais encore une fois, je pense qu'à la sortie du film en 1979, peu de spectateurs n'y ont vu une dimension post-apocalyptique. Ce film serait davantage une sorte de western contemporain avec une grosse touche de film d'action. Il faut attendre alors 2 ans plus tard avec la sortie de sa suite Mad Max 2, The Road Warrior, que l'on a subtilement traduit chez nous par Mad Max 2, Le Défi. Cette fois, ça y est, on nous introduit l'univers avec une bonne voix off des familles et on apprend que le monde a été ravagé à la suite de nombreux conflits causés par la crise du pétrole. Guerres et révoltes ont mis fin à la civilisation et ne reste plus que quelques survivants arpentant les routes en quête d'essence pour survivre et c'est ainsi que sont nés les gangs du premier film. Il y a quelque chose d'un peu maladroit dans cette introduction parce qu'elle cherche à expliquer ce que l'on n'a pas pu comprendre du premier film. Mais en même temps, était-ce réellement l'objectif du film? Ce qui est intéressant avec l'intro du 2, c'est qu'elle place Mad Max 1 en miroir avec l'intrigue
du 2, qui lui va partir à fond dans la dimension post-apocalyptique. C'est une manière plutôt originale d'aborder une saga, parce qu'on ne pense pas toujours un film comme l'introduction d'une saga. Souvent, celle-ci ne démarre qu'à partir du deuxième opus. Ce que fait Mad Max 2, c'est partir dans un univers plus visuel, plus marqué par le genre. C'est un film totalement différent, on ne retrouve aucun autre personnage que Max, qui n'est plus qu'un fantôme de la civilisation perdue du premier film. Je fais une aparté sur les sagas, mais je trouve qu'aujourd'hui, on ne retrouve plus ce talent de construire des sagas. Souvent, les suites vont être juste des calques du film précédent avec plus de moyens, sans prise de risque, histoire de ne pas trop brusquer le spectateur. Or, je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'une suite qui explore d'autres horizons, qu'ils soient visuels, techniques ou même scénaristiques. Dans le cas de Mad Max, c'est ce qui nous permet immédiatement d'identifier la saga comme des combats de course dans un monde post-apocalyptique. Tout sequel devrait être capable d'emporter le premier opus dans la saga. Et ça continue avec Mad Max 3, qui à nouveau propose quelque chose de totalement différent. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que celui-ci est moins apprécié que les autres, parce qu'il se détache complètement du concept de combat de véhicules dans le désert. Il faut attendre les 15 dernières minutes du film pour en voir un. Ici, on est plus dans un film d'aventure avec un esprit assez enfantin, se rapprochant des films de Spielberg. Mais que ça plaise ou non, je trouve ça extraordinaire de voir un cinéaste proposer 3 films complètement différents dans le même univers. Mais je ne vais pas m'épancher plus longtemps sur Mad Max, puisque comme vous le savez, on est ici pour parler de cinéma de genre français. Et oui, il existe un Mad Max à la française, intitulé Terminus, avec en tête d'affiche Jürgen Prochnow, un acteur allemand que l'on a découvert dans le film Das Boot, puis dans le Dune de David Lynch, Karen Allen qui jouait Marion Ravenwood dans Les Aventuriers de l'Arche perdue, et Johnny Hallyday. Bon, ce n'est pas si anodin que ça, parce que d'une part, c'est pas son premier rôle. Il a déjà pu faire ses preuves chez Godard, Lelouch et Costa Gavras, et même dans un western de Sergio Corbucci. Mais aussi parce que Johnny est un grand fan de Mad Max, comme il a pu le montrer lors de sa tournée de son 4e album La Peur en 1982. Tout y est, le cuir, le désert, la violence, les punks, et Johnny s'est même créé un personnage qu'il nomme le Survivant. Quand en 1987, le réalisateur Pierre William Glenn lui propose d'être le protagoniste d'un film dont la trame est censée reprendre l'esprit des courses automobiles de George Miller, Johnny s'empresse de prendre son billet pour la Hongrie afin de rejoindre le plateau. Avant de passer au résumé de l'intrigue, je tenais à vous avertir d'une chose. C'est très compliqué pour moi de parler de ce film, pour des raisons que vous allez comprendre au fur et à mesure de mon analyse. Et déjà parce qu'il existe 2 versions différentes du film, et ce n'est même pas une version cinéma et un director's cut, ni une histoire de censure. C'est une version cinéma d'1h40 et une version raccourcie, made in USA, d'1h20 avec annotation et dialogue modifié, afin de mieux comprendre le scénario. Et comme j'adore faire les choses simplement, je vais vous présenter la version d'1h40, déjà parce que c'est la première que j'ai pu voir, et aussi parce que c'est celle qui est sortie en 87. Donc Terminus se passe dans un monde légèrement dévasté vers la fin des années 80. D'ailleurs, sachant que le film sort en 1987, le monde aurait beaucoup changé en seulement 3 ans. Mais soit. L'intrigue tourne autour d'un nouveau concept de course automobile mélangé avec le football américain. On suit une des participantes, la pilote du camion rouge, dont l'objectif est de se rendre à Terminus et gagner 5 millions de francs. Chaque fois qu'elle entre dans une nouvelle zone, un nombre proportionnel de camions gris, représentant les défenseurs, essaiera de stopper son avance. La pilote que nous suivons se prénomme Gus, interprétée par Karen Allen. Son camion rouge est doté d'une intelligence artificielle nommée Monstre, censée l'aider dans sa trajectoire. Parallèlement, à Terminus, les organisateurs du jeu, un docteur et Matty, un jeune garçon dont on apprend qu'il est l'inventeur de l'intelligence artificielle, suivent le parcours et gèrent la difficulté. Gus réussit sans problème à éviter les camions gris, mais son principal obstacle, c'est des punks qui lui font barrage et l'obligent à descendre du camion. Bon, défoncer des voitures garées, des maisons, des poulets, provoquer des accidents en chaîne dans une fête foraine amenant des gens à la mort, ça lui pose aucun souci, mais un barrage de punk, ça l'arrête. Suite à cela, on assiste au combat le plus épique du cinéma français. Attention... Gus se réveille dans une cellule accompagné de Johnny. Oui, le personnage s'appelle Manchot, mais concrètement, c'est Johnny. Un prisonnier enfermé depuis quelques années et dont les punks ont coupé la main pour la remplacer par un poing en métal. Les 2 personnages entament à peine des présentations que, sans aucune subtilité, Johnny nous sort... Je suis désolé. C'est vraiment ni le jour ni la situation pour tomber amoureux. Oui, parce qu'on connaît bien la fameuse règle au cinéma de ça plus ça égale...
Le lendemain matin, pendant que Johnny est libéré, Gus est accueilli par ce qui ressemble au repère secret de la masculinité toxique. Les punks ont trouvé un objet dans le camion rouge leur indiquant que celui-ci transporterait une bombe nucléaire. Le chef des punks décide alors de procéder à un interrogatoire musclé, mais Gus n'est pas au courant de l'affaire. Agonisante, elle fait passer un message à Johnny via une gamine qui passait par là, pour que celui-ci récupère le camion et continue la course à sa place. Et à partir de là, on change de personnage principal. Quand on parle de cinéma de genre, il y a une phrase qui revient assez souvent. Ça coûte cher. Et d'une certaine manière, il faut avouer que c'est vrai, parce que pour faire un cinéma de genre qui fonctionne, il faudrait des décors, des costumes, des effets spéciaux, des bons acteurs, voire même des acteurs bankable, des acteurs qui seraient reconnus par le grand public. En somme, il faut mettre en jeu pas mal de moyens pour que ça plaise à tout type de public. Comme ça, tout le monde va au cinéma, et c'est rentable. Évidemment, c'est une généralité, et vous vous doutez que la réalité est encore plus compliquée que ça. Mais en vrai, je pense qu'en visualisant le cinéma de genre uniquement de cette manière, on confond deux cinémas complètement différents. Le cinéma de genre et le blockbuster, le cinéma à gros budget. En ne cachant pas son inspiration pour Mad Max et en faisant usage d'effets numériques innovants dans le paysage cinématographique français, Terminus est ce que l'on pourrait considérer comme un des premiers blockbusters français dans le sens moderne du terme. Il y a aussi des décors, le labo secret, le ghetto futuriste et le design des camions. 3 acteurs bankable et surtout internationaux. Et le tournage a eu lieu en Hongrie. Même si c'est sûrement pour pouvoir tourner dans des lieux où ça coûterait moins cher, la production a quand même dû mettre les moyens pour déplacer toute l'équipe là-bas. Résultat, le film a reçu un budget équivalent à environ 15 millions d'euros. Ce qui reste quand même pour la production française d'aujourd'hui un gros budget. Si on compare avec un film du même genre mais plus récent et français, Le Dernier Voyage de Romain Quirault, sorti cette année, a coûté 3 millions d'euros. Et donc, puisque Terminus semble a priori réunir tous les éléments permettant à un bon divertissement tout public, est-ce qu'il a reçu le succès escompté ? Non. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Autant, quand je vous ai parlé de La Machine de François Dupeyron, je n'avais pas de réponse claire sur le non-succès du film, et les raisons pour lesquelles il est complètement tombé dans l'oubli. Si ce n'est potentiellement qu'à l'époque, le casting n'était pas suffisamment convaincant pour vendre ce genre de film. Mais encore une fois, ce n'est que mon interprétation. Autant concernant Terminus, il suffit juste de voir les 5 premières minutes pour comprendre immédiatement pourquoi le film a bidé. Ce film est mauvais. C'est mauvais. En démarrant cette chronique, je me suis toujours promis de garder un peu de recul sur mon ressenti personnel autour des films que je présente. Ça me permet de rester très objectif sur des films qui sont vraiment moyens, comme je l'ai fait pour Black Snake ou Vincent n'a pas d'écailles par exemple. Quand j'ai regardé Terminus pour la première fois il y a quelques années, j'ai commencé à faire une analyse en pointant que des points négatifs et en me moquant allègrement du film. En le revoyant aujourd'hui, avec le recul, ma culture cinématographique ayant évolué à travers le visionnage de films un peu plus auteurs, voire expérimentaux, je me suis dit peut-être qu'en le revoyant, j'y verrais des choses que je n'aurais pas pu pointer à l'époque et lui donner un peu plus sa chance. Or en fait, rien n'a changé. Avec tout le recul et la volonté possible, bien je trouve rien pour sauver ce film. On pourrait éventuellement parler de l'usage des effets numériques qui ont permis au studio de FX français d'évoluer et de tenter d'autres aventures. Et pour cela, je vous invite à aller voir la vidéo de Gorkab sur ce sujet-là. Mais en ce qui concerne le scénario et la mise en scène, c'est une catastrophe. Quand on construit un scénario de film de genre, il y a des règles auxquelles on ne peut pas trop déroger, ce qu'on appelle les règles du jeu de l'univers. C'est des règles qu'on utilise essentiellement dans le fantastique, mais au final on peut aussi les retrouver dans la SF ou même l'horreur. Ces règles consistent à établir les raisons pour lesquelles la réalité dans laquelle nous vivons a été détournée dans cette histoire, et les limites que ce nouvel univers ne peut pas dépasser. Si on prend comme exemple Aladdin de Disney, il existe un génie qui possède de grands pouvoirs et la capacité d'exaucer nos vœux les plus fous. Mais la règle c'est pas plus de 3 souhaits, il ne tue personne, il ne ressuscite pas les morts et il ne rend pas les gens amoureux. Les règles du jeu, même si c'est limitatif, en fait, ça permet de donner un cadre à l'histoire et de ne pas rendre la magie trop forte, au risque de se dire que le scénario pourrait être réglé en seulement quelques secondes. Revenons maintenant à Terminus. L'intrigue du film tourne justement autour d'un jeu, dont les règles sont un mélange entre la course de raid et le football américain. Ça au moins, c'est clair dès le début du film. On nous dit qu'il y a un participant à la course, le camion rouge, qui lui possède la carte qui mène à Terminus. Pourquoi favoriser un participant à la course et surtout l'officialiser dans les règles du jeu? Parce qu'à la limite, on pourrait simplement dire que personne n'a la carte et grâce à des magouilles, il y a un participant qui a réussi à s'en procurer une. Mais soit, peut-être que l'intrigue nous le dira.
Du coup, comment les autres font pour se rendre à Terminus? De même, quel est vraiment le but du jeu? Puisque bon, on est dans un monde visiblement post-apo, donc on peut organiser un jeu avec de l'argent à la clé, il y a forcément quelque chose derrière. Qui est derrière tout ça? Et donc, combien de réponses avons-nous à ces questions-là à la fin du film? 0. Du moins, pas implicitement. On se doute à un moment qu'il y a une histoire de clonage clandestin organisée par le patron du docteur qui lui aussi est incarné par Jürgen Prochnow. Il y a un camion secret piloté par un autre Jürgen Prochnow qui transporte des espèces d'embryons qui suggèrent un délire génétique. Mais encore une fois, le film n'explique rien. C'est balancé comme ça à la fin de l'intrigue sans aucun lien avec quoi que ce soit. Mais à la limite, si le problème ne se résumait qu'à ça, on se dirait que le film cherche à provoquer notre interprétation. Mais c'est bien plus grave que ça. Prenons les personnages maintenant, on ne sait pas d'où ils viennent. Pourquoi est-ce qu'ils participent à la course? Alors si, à un moment donné, on te dit que Johnny s'est fait emprisonner et arracher la main parce qu'il a empêché les punks de battre des enfants. Ok, super, Johnny c'est le fameux chevalier blanc, mais pourquoi il est là? Quel est son but dans cette histoire? On sait pas. Quand Gus meurt, il n'y a pas de connexion logique qui amène à ce que Johnny la remplace. Je vous résume l'entrée de Johnny dans l'intrigue. Qui es-tu? Je ne te le dirai pas. Toi, qui es-tu? Je ne te le dirai pas. Oh, mais tu es belle. Mais que nous arrive-t-il? Je te caresse le dos avec ma main métallique. Le lendemain, je meurs. Toi, gamine, prends un papier et écris le mot de passe du camion avec mon sang pour le donner à Johnny pour qu'il continue ma quête. Tiens, Johnny, un papier. Mais ça doit être le mot de passe du camion. Mais comment est-ce que je sais ça, moi? On s'en fout! Et toute l'intrigue du film se développe comme ça. Alors, je sais qu'un scénario n'est pas obligé de donner facilement toutes les clés de l'intrigue. Au contraire, il vaut mieux parfois laisser des zones d'ombre pour créer une structure complexe. On voit ça, par exemple, chez Christopher Nolan, où les intrigues sont parfois compliquées à suivre parce que le scénario ne donne pas toutes les clés. Et les personnages sont souvent plus au courant de ce qui se passe que les spectateurs. Mais au moins, lui, il donne les règles du jeu de ces univers-là, et crée des enchaînements qui sont logiques et dynamiques. Et entre des scènes un peu théoriques, il place les scènes d'action qui renforcent la promesse de divertissement. Si on enlève tout ça, qu'on donne aucune clé au spectateur et qu'il n'y a aucune logique entre l'enchaînement des événements, et bien souvent, le spectateur s'ennuie, parce qu'il ne comprend rien et qu'il n'y a rien dans le film pour compenser ça. Dans une interview en 2012 pour la chaîne Crypt Keeper, Pierre-William Glenn, le réalisateur du film, parle de la critique et du public en disant « Quand ils comprennent pas quelque chose, ils disent pas je suis con, c'est intelligent », ils disent c'est con parce que je comprends pas. Et cette idée-là est un rapport justement du cinéma commercial habituel où on va toujours dans le sens, on va pas, c'est ce que vous disiez sur l'étrange au début. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand il y a quelque chose qui comprend, je dis comment ça marche et de se laisser aller dans l'histoire. Et dans les coupes qu'on a fait entre 2h20 et 2h moins 10, tout ce qui nous semblait à nous très excitant, parce que abstrait, parce que intelligent, parce que fin, tout ce qui nous semblait malin, c'est des choses qui échappaient totalement au public. Alors déjà, ce n'est pas parce qu'on ne donne pas les clés au spectateur qu'un film est abstrait. Ce n'est pas parce que le scénario est mauvais et n'a aucun sens qu'un film est abstrait. Et surtout, on la connaît l'excuse de « c'est pas la faute de mon film, c'est la faute du public qui est trop bête pour comprendre ». Si on se base uniquement là-dessus, personne n'irait voir de film d'auteur au cinéma. Donc, cher Pierre-William Glenn, Terminus n'est pas un film abstrait. Si c'était réellement le cas, il n'aurait pas reçu autant de budget. Terminus existe parce que c'était la promesse d'un Mad Max français avec Johnny Hallyday et Karen Allen des Aventuriers de l'Arche perdue. Et puis, c'est très facile de dire 30 ans plus tard qu'en fait c'était un film d'auteur incompris. Mais ce n'est pas non plus un film d'auteur, sinon il y aurait eu un scénario. C'est pas comme s'il n'existait pas de film d'auteur grand public. Rien que Star Wars à la base, c'était un film d'auteur. Donc non, monsieur Glenn, il n'y a pas d'excuse pour votre film. Parlons maintenant de la mise en scène. Pourquoi est-ce que les ennemis perdent tout le temps et explosent sans cesse alors qu'ils ne se font jamais toucher par le camion rouge? Non mais vraiment, j'ai inspecté chaque scène de course-poursuite et il n'y a jamais un seul impact entre les protagonistes et les antagonistes. Mine de rien, ça fait poser aussi des questions sur le niveau d'adversité dans le film. Tout paraît trop facile pour le camion rouge, qui renforce aussi le fait qu'il n'y ait aucune raison à la fin de l'acte 1 que Gus s'arrête pour confronter les punks en face à face. Vous savez quoi? En fait, j'ai juste à vous montrer des scènes sans contexte pour que vous puissiez comprendre le problème du film. N'essayez pas toujours de tout ramener à l'intelligence de votre cobaye. En taillant tout droit, on risque peut-être de tuer 2 ou 3 poulets, mais ça doit être bon. C'est exactement ce que j'allais suggérer. En taillant directement, il est possible qu'on écrase 2 ou 3 poulets, mais ça doit aller.
Tiens, ma petite poule, viens. Ouais, mets-lui un grand coup. Chatouille-lui les fesses. Allez, lui donne. Amusant. Vous autres gens des pays riches, savez vraiment comment vous distraire. Vous êtes de grands enfants. Mon but, dans tout genre, c'est d'apporter un peu de lumière au cinéma de genre français. D'essayer de vous montrer des films qui sont un peu dans l'ombre, parfois de manière assez injuste. En voyant et en revoyant Terminus, je me suis posé la question des raisons pour lesquelles je vous parle de ce film, sachant qu'il est ce qu'il est, et que s'il est tombé dans l'oubli, c'est vraiment pour une bonne raison. Mais vous savez, on dit souvent qu'on apprend à faire du cinéma autant avec les bons films que les mauvais. Bon, en vrai, c'est un prétexte assez maladroit pour promouvoir des gros nanars et justifier l'intérêt d'un mauvais cinéma commercial. Mais bon, il faut savoir une chose, quand Terminus s'est lamentablement échoué à sa sortie, ça a été un argument de poids pour le cinéma français de dire « Vous voyez, le cinéma de genre chez nous, c'est nul et ça ne fonctionne pas. » Et le plus triste, c'est que c'est logique de penser comme ça. Que oui, en effet, au regard d'un film comme Terminus, c'est pas dans la culture française de faire ce genre de film. Et de manière générale, il n'y a pas de réponse toute faite qui explique ça. Mais en me basant sur Terminus, je pense que je peux vous en apporter une. Depuis la nouvelle vague, le cinéma français a décidé de miser sur le réalisateur roi. C'est lui qui porte le film et c'est très souvent lui qui signe le scénario. Il suffit juste d'écouter Pierre-William Glenn défendre son film pour comprendre qu'en fait, il n'avait pas de scénario. Il avait un concept, des images, des clichés de personnages, et il voulait que ce soit complètement abstrait parce que c'est son film à lui. Il s'est dit aussi, avec mon copain Johnny, on va aller en Hongrie, jouer avec des gros camions, et ce sera cool. Et personne ne l'a empêché de le faire parce que c'est comme ça que le système fonctionne. Une fois que le film est sorti et subi un gros échec, on va se dire, c'est de la faute du spectateur. Et vous voyez, on n'est pas prêt pour assumer ce genre de film. Mais à côté de ça, personne ne va se dire, si le scénario avait été mieux écrit, peut-être que ça aurait été un bon film. Et vous savez, je ne pense pas que la place d'auteur-réalisateur soit une mauvaise chose, et surtout dans le genre. C'est pas comme s'il existait une tonne d'exemples à travers le monde de films de genre portés par des auteurs-réalisateurs qui ont de très bons scénarios. Mais justement, ces films-là sont structurés. Ils ont une vision, des personnages qui sont construits et évoluent dans une logique, des dialogues qui apportent des couleurs et des intentions. Terminus est un mauvais film parce qu'il n'a rien de tout cela, et en plus il se rattrape même pas sur sa mise en scène. Donc en fait, plutôt que de se dire qu'on n'est pas capable de faire des films de genre, que c'est pas dans notre culture, essayons peut-être de revendiquer la place de certains au rang d'auteurs-réalisateurs. Et écrivons des scénarios. Mais si tout cela était aussi simple... Bon, je suppose qu'on peut quand même essayer de se consoler en se disant qu'au vu de l'échec commercial qu'a été Terminus, personne n'a essayé de reproduire ça après. Nous avons un long chemin à faire. Pour conclure, c'est très important de distinguer blockbuster et cinéma de genre, parce que si beaucoup de blockbusters sont des films de genre, l'inverse c'est finalement moins important. Je pense qu'un bon film de genre, c'est pas un film qui va avoir un gros succès en salle, mais c'est un film qui va marquer les esprits de ceux qui l'auront vu. Et pourquoi ? Parce qu'il a quelque chose à raconter. Maintenant qu'on a ressuscité Terminus, on va le laisser là bien où il est, et ne plus jamais en parler, et uniquement se rappeler que si on veut faire du cinéma de genre en France, c'est pas comme ça qu'il faut faire. En plus, j'ai introduit cette vidéo en vous parlant du post-apo, mais si on y réfléchit bien, Terminus, c'est tellement un bordel sans nom qu'à part les inspirations visuelles à Mad Max, c'est pas du tout un film post-apo. Terminus pour Terminus, alors je m'étais promis de pas la faire celle-là. Oui, il y a eu beaucoup plus de subjectivité que d'habitude dans cette vidéo, et s'il y a des fans de Terminus dans la salle, je suis désolé pour vous, même si dans le fond, pas tant que ça. Mais c'était quand même important pour moi d'exorciser ce film. On se retrouve sur Twitter, Facebook ou Instagram, ou même dans les commentaires pour en parler. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche, et on se dit à bientôt.